Corps corps à corps. Oui, donc on vous l'a annoncé, vous l'avez peut-être vu même, dans les médias et puis ailleurs. D'ici l'été prochain, chaque foyer va recevoir un manuel de survie à l'initiative du gouvernement, un petit dépliant de 2 pages qui invite les citoyens à se constituer un petit sac à dos de crise. Alors qu'est-ce qu'on met dans son sac à dos de crise? 6 litres de bouteilles d'eau par personne, des boîtes de conserve, des médicaments, une lampe de poche et une radio avec des piles, des petites cartes de jeu, 2 paires de lunettes, c'est important, un chargeur de téléphone, tout ça pour faire face à l'éventualité d'une urgence. Bon, bah, on ne connaît pas le nom de l'urgence, mais en cas de crise, voilà ce qu'il faut avoir dans son sac à dos. En gros, la survie, c'est un sac de réserve. En attendant de quoi? En attendant de pouvoir se jeter dans le premier supermarché du coin. Sauf que, quand on connaît nos capacités de stock en grande surface, on a de quoi véritablement s'inquiéter. On a 3 jours d'autonomie alimentaire moyenne dans les stocks de magasins de la grande surface, 2% d'autonomie alimentaire moyenne des territoires via la production agricole locale et 0 stock alimentaire d'urgence prévu par aucune loi s'il y a rupture des chaînes d'approvisionnement. En gros, après 3 jours de crise, et ça c'est sans l'effet de panique et l'effet de foule où tout le monde va se jeter, comme on a pu le voir dans le Covid, dans les supermarchés, bah c'est fini. Donc le petit sac à dos, bon, ça vous permet de tenir quelques heures jusqu'à ce que vous teniez un supermarché, vous vous battez avec votre voisine et ensuite c'est fini. Alors si on pensait vraiment les choses autrement et si on pensait à l'autonomie ou mieux encore à la résilience locale, eh bien certains se sont penchés sur cette question. Des agriculteurs qui se sont formés notamment sur la question de la gestion de l'eau, le collectif citoyen SOS Mer pour interpeller les maires sur ces questions-là, ou Hervé Juvin par exemple avec son mouvement Les Localistes, et tous à leur manière ont développé des possibilités de s'en sortir autrement qu'en prévoyant le petit sac à dos de survie temporaire. Ces projets ne sont pas seulement des programmes de survie court-termistes, mais également des projets d'avenir, avenir d'ailleurs ambitieux, on pourrait dire presque joyeux, qui pourraient redonner vie à nos communes et nos villages. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aborder ce sujet important avec 2 agriculteurs qui ont travaillé le sujet, Philippe Grégoire et Pierrick Berthou. Bonjour Philippe Grégoire. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes agriculteur à Chanzeaux, dans le Maine-et-Loire. Nous sommes également avec Pierrick Berthou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de lait, éleveur en bio à la ferme de Poulfang à Quimperlé dans le Finistère. Et vous êtes en lien avec cette association dont on donnait le nom tout à l'heure, SOS Mer. Merci à tous les deux d'être avec nous. Philippe Grégoire, peut-être pour commencer, petite réaction à ce manuel de survie du gouvernement. Ce ne sera pas directement notre sujet, mais est-ce qu'on va dans le bon sens? Non, le kit de survie, c'est vous avez vu, quelques bouteilles d'eau, c'est pour essayer de faire diversion face aux crises majeures, je pense, qui nous attendent. Et les enjeux, c'est la géorésilience, c'est la Oui. capacité à résister aux changements environnementaux, aux changements climatiques et aux mouvements géopolitiques majeurs qu'on a actuellement dans le monde. Et c'est clair qu'à partir, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est même avant Emmanuel Macron, à partir de la 73e heure, on n'a plus de réserves. En fait, les réserves sont dans les camions frigo, principalement d'ailleurs dans une filiale de la FNSEA qui fait 100 000 livraisons par jour en Europe. Et c'est vrai que si on ne revient pas vers des PAT, projets alimentaires territoriaux, avec les nourriciers qui sont les paysans qu'on a assassinés financièrement à cause de l'agroalimentaire, si on ne conserve pas les nourriciers sur les territoires, on va vers des catastrophes majeures. Oui, bien sûr. Hein. Il faut absolument conserver les paysans sur les territoires. Nous, on travaille avec Pierrick, avec SOS Mer, parce que c'est apolitique à syndical, et ils ont une vue d'ensemble du projet, du début jusqu'à la fin. Et en plus, ils sont en train de l'étendre avec la réinsertion. Par exemple, ils travaillent avec les jardins de cocagne, et on peut en même temps, avec la main-d'œuvre sur les territoires, faire de la réinsertion pour travailler sur les exploitations agricoles localement. Donc, on coche toutes les cases, c'est important, Clémence. C'est d'abord la nourriture, c'est la santé. La nourriture locale, bio, conventionnelle, c'est la santé. C'est les emplois maintenus sur les territoires. On coche les cases de l'environnement. Et en cas de conflit majeur, il n'y a rien de mieux que le local. Hein. Et puis, pour les grandes métropoles, faut réinventer des magasins de producteurs autour des grandes métropoles. Oui, donc beaucoup de choses à reprendre finalement, mais je comprends déjà que vous nous dites que ça ne va pas dans le bon sens que de se dire allez, on se fait un petit sac à dos avec des boîtes de conserve qu'on va aller acheter au supermarché d'à côté. Bon, quand le supermarché sera pris d'assaut,
ce sera une autre paire de manches. Pierrick Berthoud, vous aussi, hein, vous avez réfléchi sur le sujet. D'ailleurs, peut-être vous pouvez nous raconter un peu votre histoire. Je crois que vous avez été très marqué par la canicule qui fait, enfin, et la sécheresse que vous avez pu vivre. Je crois que c'était en 2003. Vous allez peut-être. Oui. Est-ce que vous pouvez nous Oui. raconter? Oui, je peux très bien raconter. Jusqu'alors, j'étais avec mes parents, donc j'étais fils d'eux, c'était très simple à gérer. Je laissais mon père, mes parents gérer. Mais quand je me suis retrouvé aux manettes et face à une sécheresse, c'était beaucoup plus compliqué. Je devais prendre les décisions. Et quand vous êtes face à une sécheresse, vous devez prendre les décisions en fonction de vos connaissances, de votre expérience et de vos moyens techniques et surtout de vos moyens économiques. Et là, je peux vous dire que vous êtes vite en difficulté. Parce que vous n'avez pas forcément de stock, ou pas beaucoup de stock. Oui, c'est ça. Et vous entendez vos animaux gueuler. Et en fait, vous mettez tout le monde est dans la même galère. Et tout le monde est en difficulté. Et vous mettez vos animaux en difficulté parce que vous ne savez pas comment vous allez les nourrir. Et surtout, comment vous allez les nourrir l'hiver prochain. Parce qu'en fait, la nourriture qui était réservée pour l'hiver, vous la donnez pendant l'été. Oui. Donc, la question, c'est comment est-ce que je vais nourrir mes animaux l'hiver prochain? Et donc, de fait, tout le monde est en danger. Les animaux, mais aussi la famille qui est derrière vous. Et bien sûr. Parce que, oui, c'est le revenu qui est en jeu. Et parce que tous les mois, il y a le banquier qui vient toquer à la porte, il faut rembourser l'emprunt. Donc, vous êtes très, très vite en difficulté. Et croyez-moi, affronter une sécheresse, ça marque un homme. Je vous garantis. La sécheresse a pris fin en 2003, en tout début septembre. Moi, j'avais toutes mes nuits qui étaient perturbées, hein, je vous dis tout de suite. Et pourtant, je suis en Bretagne. Hein. Je précise quand même. Et j'ai retrouvé un sommeil normal à partir du mois de mars 2004. Vous voyez à quel point tous les nuits, j'étais réveillé et en train de réfléchir. Et donc, vous avez décidé de vous former finalement à cette gestion de l'eau et une gestion de l'eau qui soit plus intelligente et qui nous permette tous, encore une fois, là on parle du problème de l'agriculture, mais pas que, puisque derrière c'est, d'ailleurs on le voit avec SOS Mer, l'idée c'est de réfléchir intelligemment à la gestion de ce que nous avons autour de nous, que ce soit des produits agricoles, de l'eau, etc. Enfin, tout ce dont on a besoin pour vivre, je le rappelle. Et donc, vous avez décidé, vous, de réfléchir et de repenser cette gestion de l'eau. Et en fait, vous le dites, aujourd'hui, on est complètement à côté de la plaque en France. D'abord, en cas de crise, c'est sûr, mais même dans la façon de gérer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez appris et votre nouvelle, on va dire, doctrine? En fait, de l'eau, il y en a. Ça, il faut. Quand j'entends nos pseudo-spécialistes nous dire qu'on manque d'eau, qu'on va manquer d'eau, et là, je bondis, je dis, mais il y a des mensonges. En fait, chaque jour, je dis bien chaque jour, il tombe l'équivalent de 7200 litres d'eau par jour et par habitant. Alors, je prends le volume d'eau qui tombe par année et je divise par le nombre de Français. On reçoit l'équivalent, alors évidemment, c'est pas tous les jours, mais les jours, c'est plus, on reçoit l'équivalent de 7200 litres d'eau par jour. Vous voyez, c'est énorme. Hein. Pour faire tourner l'économie, donc pour les collectivités, pour les industries, pour les commerces et pour les familles, on a besoin de entre 150 et 300 litres d'eau par jour. Donc, il y a de la marge. Voilà, c'est exactement ce que je dis, il y a de la marge. Et pourtant, on trouve le moyen de souffrir d'un manque d'eau. Comment fait-on? Oui. Comment c'est possible en fait? Comment c'est mathématiquement, scientifiquement, ce n'est pas normal. Là, il y a un problème qui est absolument pas normal. Ce n'est pas normal qu'avec une telle quantité d'eau qui arrive et celle dont on a besoin, qui est dérisoire, ça correspond à 2-3%. Vous voyez?
c'est dérisoire. Et Mais- ben on trouve le moyen d'avoir des sécheresses. Mais alors, non seulement on trouve les moyens d'avoir des sécheresses, mais on trouve les moyens d'avoir des interdictions, d'abord de fontaines d'eau, etc. pendant l'été, de piscines, évidemment, j'en parle pas, mais surtout d'arroser ses plantes, par exemple, interdit. Et puis même, ça peut aller jusqu'à contrôler. Par exemple, on n'a plus le droit non plus d'avoir des puits ou d'avoir des réserves d'eau dans son jardin. Enfin, donc ça commence à devenir très très compliqué, cette histoire. Et vous dites, mais c'est complètement absurde, c'est l'inverse qu'il faut faire. En fait, Oui. et même arrêtez de penser, parce que maintenant on voit, pardon, je raconte toute votre histoire et puis après je vous laisse dérouler. Maintenant on voit beaucoup de réflexions dans les magazines, etc., de décoration, paysagistes, nous dire, ben voilà, maintenant il faut repenser les jardins, il faut planter des plantes qui comment ça s'appelle, peu gourmandes en Économe en eau, eau. voilà. Et en fait, vous dites c'est l'inverse, parce que celles qui sont gourmandes en eau vont rendre cette eau au moment des pics de chaleur, notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Alors, en fait, tout part de la sémantique, si vous voulez. Ça part, on nous parle toujours de ressources en eau et de consommation d'eau. Mais l'eau n'est pas une ressource, c'est un cycle. Comprenez la différence? Oui. C'est-à-dire que c'est pas que si je prends l'exemple du bois, qui est une ressource. Si on continue de couper les arbres comme on fait, et si on ne replante pas derrière, ou si on ne laisse pas les arbres repousser naturellement, à un moment donné, fatalement, il va manquer d'arbres. On est bien d'accord. Mais l'eau, c'est pas son cas, puisqu'elle est là. On a la même quantité d'eau autour du globe depuis la nuit des temps. C'est toujours la même eau. Elle est simplement en train de tourner, de tourner. C'est pour ça que c'est un cycle. Alors ça, c'est la première Je chose. donne juste un Et exemple quand on- concret. On arrose les plantes en été, enfin bon, voilà. Nous, on nous dit que c'est pas bien, mais en fait, si, parce qu'elle va s'évaporer et elle va retomber. Enfin, de toute façon, c'est un cycle, on ne la perd pas, en fait. Voilà, c'est ça. Il manque pas d'eau. C'est pour ça, c'est ça qui est important. Et quand on parle de consommation d'eau, si on prend la nourriture, on mange une certaine forme de nourriture, et ce qui en ressort, c'est plus de la nourriture. Par contre, l'eau, vous faites rentrer 100 litres d'eau dans une maison, ce qui en ressortira, ça sera de l'eau encore. Il ressortira 100 litres d'eau. Et ben, une plante, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Elle va pomper, elle va absorber de l'eau et elle va rejeter de l'eau, sous forme de ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et elle va rejeter exactement la même quantité d'eau qu'elle a. Encore faut-il qu'elle ait de l'eau. Oui. Parce que si elle n'a pas d'eau, eh ben, elle ne peut pas rejeter. Et en fait, c'est ça qui se passe. Donc, la même quantité d'eau, faut l'utiliser. Pourquoi? Et comment se fait? Alors, ça passe par ce qu'on appelle l'évapotranspiration, mais c'est le principe même de l'évaporation de l'eau. En fait, l'évaporation de l'eau se fait en prenant l'énergie de son support. C'est-à-dire que ça prend l'énergie, la chaleur. Et ça veut dire que les deux choses sont liées. Il y a de l'évaporation et en même temps, on fait l'évacuation de la chaleur. Oui, oui. C'est comme ça que ça se passe, l'évaporation. Donc, en fait, s'il n'y a pas d'eau, ben, il n'y a pas d'évaporation et il n'y a pas non plus d'évacuation de la chaleur, d'où nos canicules. Alors, mais en Vous fait, c'est remettez quand même de une l'eau. excellente nouvelle ce que vous nous dites, hein, parce que là, certains nous disent ah c'est encore un sujet déprimant. Non, en fait, la première bonne nouvelle, nous ne manquons pas d'eau. C'est déjà, enfin, je veux dire, c'est pas du tout ce Oui. qu'on entend. Non. Et on peut très facilement récupérer cette eau. Maintenant, comment on fait concrètement? Là, on a compris un peu le cycle, comment on fonctionne. Je vais me retourner aussi vers Philippe Grégoire. Comment on fait, nous, si on veut repenser, notamment, on a parlé de SOS Mer, mais il y en a d'autres. Si on veut repenser justement cette organisation intelligente qu'on pourrait appeler village, qu'on pourrait appeler commune, comme vous voulez, locale en tout cas, où on se retrouve et on repense ça, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'agriculture. Comment on fait? Je me retourne d'abord vers vous, Philippe Grégoire. Comment on fait? Il faut mettre en place les PAT, les projets alimentaires territoriaux, où les élus ont l'obligation de mettre en place les plans communaux de sauvegarde. Ils ont l'obligation de les mettre en place. Alors, ils sont plus ou moins avancés. Il y a certains élus qui jouent le jeu et qui vont même aller, je pense, jusqu'à recréer des petits outils de transformation et le maître mot pour arriver à concilier donc les restaurations collectives, les consommateurs avec les agriculteurs en local, c'est qu'il faut que l'agriculteur reprenne sa facture. Ça, c'est très important parce que si vous voulez, Clémence, ce qui est en train de se passer, c'est que l'agroalimentaire avec des bras importants des coopératives sont en train de dire les projets alimentaires territoriaux, les circuits locaux, c'est nous. Ah ben non, si on repart
avec ça, on est foutu. Oui. Parce que nous, ça fait 40 ans qu'on est privé de rémunération. Si on n'a pas la main sur la facture, hein, ce qu'il faut que les consommateurs comprennent, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous faites vos courses, bon, ils considèrent, l'INSEE, que les ménages mettent aujourd'hui 15,9% de leur budget dans l'alimentation. 15,9% de 1600 milliards, qui est le budget de consommation des ménages, tout confondu. Ça fait à peu près 254 milliards. Mais ce que tout le monde oublie de dire, c'est que vous, Clémence, tous les citoyens, vous payez à travers vos impôts directs et indirects un modèle agricole, allez, je vais dire au moins 120 milliards. Je suis très gentil. Vous subventionnez justement les réserves d'eau, vous subventionnez le matériel agricole, vous subventionnez les coopératives, vous subventionnez, bon, il y a la PAC évidemment, vous subventionnez nos retraites. C'est tout un modèle qui est complètement faussé, Oui. où en fait le consommateur paye deux fois. Alors l'enjeu, Clémence, c'est que les gens reviennent localement bio et conventionnel. Pourquoi bio et conventionnel? Parce qu'on va pas refaire une guerre entre les bio et les conventionnels, ça n'aurait aucun sens. Le but du jeu, c'est de répondre aux crises majeures. C'est de redonner la facture aux paysans à travers les collectivités Éviter territoriales. de passer par tout ce qui est coopérative, etc. Mais ça, c'est pas les Ah oui. citoyens qui peuvent le faire. En fait, l'idée là, faut arrêter d'imaginer que le sauvetage va venir de l'État. On l'a compris avec le kit de survie. Pardon, hein. C'est pas le kit de survie avec des jeux de cartes et un chargeur de téléphone qu'on est sorti d'affaire. Donc, il faut comprendre maintenant qu'il faut, en gros, s'organiser sans le sauvetage de l'État. Maintenant, justement, comment on fait? La coopérative va peut-être toujours exister, mais comment vous faites concrètement et comment nous, citoyens, consommateurs, qui tentons de survivre si on a faim, au niveau local, comment on fait pour vous rencontrer? Comment on fait pour se nourrir? Et avez-vous de quoi, finalement, aussi? Les productions sont-elles aussi, parce que d'ailleurs, vous en parlez également, Pierrick Berthou, dans vos analyses, si les productions sont toujours les mêmes et seulement à certaines saisons, on n'a pas de quoi se nourrir toute l'année. Donc, est-ce que tout ça aussi, ça existe? Et comment on fait pour se rencontrer là-dessus, Philippe Grégoire et puis ensuite Pierrick Berthou? Oui, et ben avec SOS Mer, c'est en train de s'organiser sur les territoires. Alors, sur certains produits, évidemment, on importe maintenant 60% des moutons, mais ça, on peut très vite relocaliser si les gens ont une rémunération. Hein. Si les gens, tous ceux qui peuvent, il faut qu'ils reviennent dans les exploitations acheter les produits. Et après, ce qui va faire la différence, c'est le travail qu'on fait nous, les agriculteurs en bénévole, comme Pierrick, avec SOS Mer, avec les élus locaux. Mais c'est important de communiquer quand même, Clémence, de dire aux gens qu'à travers leurs impôts, ils payent déjà. Oui, c'est Et sûr. après, ils pourraient, ça mange pas de pain, on pourrait faire une pétition au ministère de l'économie en disant, écoutez, nous, on joue le jeu des PAT, nous citoyens, on veut bien acheter les produits directs localement, mais on veut pas payer une deuxième fois nos impôts pour financer l'agroalimentaire. On Vous veut avez payer raison. une fois. Mais déjà, la première fois pour vous rencontrer et trouver ces produits, parce que vous dites ce qui compte, c'est que l'agriculteur, en gros, pour le moment, continue de survivre et donc puisse lui-même, en survivant, nourrir la population autour de lui, il faut aller direct chez le producteur. Mais ça, est-ce que c'est toujours possible? Ça va s'organiser à travers des réseaux où on va donner des points de chute pour aller chercher les produits. Ça existe déjà dans les communes. Il y a déjà des gens qui transforment, qui ont des outils relativement conséquents. Ça a besoin d'être développé. Et où ça va aller très vite, c'est où les maires des communes ou des COMCOM, des communautés de communes, vont mettre l'accent là-dessus. Hein. Oui. Il y a quand même une décision politique, hein. Localement, je Mais parle. bien sûr. Là, je sors du national. On a bien compris. Alors, je me retourne vers vous, Pierrick Berthou. Même question. Comment on s'organise? On a compris le cycle, on a compris que c'était possible, on a compris qu'on n'était pas en crise d'eau. Mais en revanche, il va falloir se réveiller et s'organiser aussi au niveau local. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux citoyens consommateurs, finalement, aujourd'hui? Ce qu'il va falloir absolument faire, alors, il y a deux choses à faire. Il va falloir faire des réserves d'eau pour que. Alors, moi, quand je parle de réserves d'eau, je ne parle pas des bassines. Mais il y a pire que les bassines. Parlez pas des 6 bouteilles d'eau dans le sac à dos? Non, non, non. Non, non, quand je parle de faire des réserves d'eau, c'est dans la terre pour pouvoir travailler la terre. Parce qu'en fait, une terre sèche, une terre sans eau, c'est une terre qui est morte. Elle ne peut pas produire. Donc, ça veut dire qu'il nous faut absolument de l'eau. Donc, moi, je milite beaucoup pour la récupération de l'eau dès qu'elle touche le sol. Donc, sous forme de mares, de lacs, d'étangs, de tranchées d'infiltration. Donc, pas de bassine. Pourquoi pas de bassine? Et en fait, vous parlez d'une eau infiltrée, finalement. Oui, oui, je parle de l'eau infiltrée. En fait, il faut faire des réserves d'eau qui ne sont pas étanchéisées. Il Oui. ne faut pas mettre de bâches. Il faut que l'eau puisse s'infiltrer. C'est tout là le problème, en fait. Hein.
Et le problème des bassines, alors, ce que je vois en bienfait des bassines, quand même, c'est que l'eau, elle est récupérée et elle repart dans la terre. Vous voyez? Sauf que c'est la conception qui est mauvaise, parce qu'il y a des bâches, et donc l'eau ne peut pas s'infiltrer. Oui. Et souvent, quand vous voyez des photos de bassines, il n'y a rien autour, Oui, il n'y a c'est pas de très sec. végétation. Oui. Au contraire, eh ben voilà. En fait, ce qu'il faut mettre, c'est faire des réserves d'eau avec de la végétation verte pour relancer cette fameuse évapotranspiration qui va évacuer la chaleur et qui va provoquer les futures pluies. C'est ce qui s'est passé en fait en 2022, où on s'est retrouvé en situation de stress hydrique, il manquait d'eau, la végétation, bah, n'ayant plus d'eau, ne pompait plus l'eau, donc il n'y avait plus d'évapotranspiration, donc plus d'évacuation de la chaleur, et on se retrouvait dans un cercle vicieux. Et là, à un moment donné, tout desséchait, une allumette, et c'est l'incendie. Mmh. C'est pour ça que c'est une aberration de ne pas vouloir arroser en période sèche. Quand il est fait sec, on remet de l'eau par irrigation, par arrosage, sur le sol, l'évaporation se remet en route, c'est le cycle de l'eau qui se remet en route et quelques jours plus tard, on aura de la pluie. Vous voyez? Et donc, il y a ça à faire. Il y a aussi l'utilisation des plantes vertes. En fait, il y a des zones aujourd'hui, la Beauce, la Brie, le Marais Poitevin. Le Marais Poitevin qui était une zone d'élevage avec des prairies, des haies et de l'élevage, donc de l'humus. C'était une formidable éponge. Aujourd'hui, avec la PAC de 92, on a dégagé les animaux, dégagé les prairies, Les haies, dégagé malheureusement, les haies, et voilà. des plus Et on a mis des remembrements. céréales. Mm. Et ce qui se passe avec les céréales, en fait, tant qu'elles sont vertes, elles font leur boulot, il y a l'évapotranspiration, le cycle de l'eau est maintenu. Sauf qu'à partir de la mi-mai, fin mai, elles commencent à jaunir, donc elles commencent à mûrir. En fait, elles meurent. Hein, elles sont... Et là, vous vous retrouvez avec des plantes qui ne pompent plus d'eau, Oui. donc il n'y a plus d'évapotranspiration, il n'y a plus d'évacuation de chaleur, et il n'y a plus de pluie. Et donc, on se retrouve Et là, il faudrait faire en quoi à ce situation de moment-là alors? sécheresse. Planter d'autres types de cultures? Oui, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des céréales, mais il faut les faire différemment. Donc ça, c'est le rôle de l'agroforesterie. Mais moi, je pense qu'il faudrait aussi imposer aux céréaliers un certain pourcentage, alors c'est pas mal de définir, 5, 10, 15, 20% de cultures vertes qui pourraient justement, ça pourrait être des raigrats, des trèfles et des luzernes, etc., qui pourraient justement l'été relancer l'évapotranspiration et relancer le cycle des pluies. Vous voyez? Ouais. Et redessiner un maillage de haies avec des arbres. Mais de toute façon, c'est Et aussi le donc, problème des de la arbres. monoculture aujourd'hui. Si on avait un petit Oui, peu complètement. des céréales qui sèchent à un moment donné, mais d'autres à côté qui sont vertes, ce serait beaucoup plus diversifié et donc cette évapotranspiration se ferait. Et vous le dites aussi Oui, d'ailleurs hein, dans vos analyses que finalement, c'est aussi le fait d'avoir coupé les haies, évidemment, bon, asséché les mares, hein, parce qu'avant il y avait beaucoup plus de mares au fond des jardins de chacun, et pour finir, assécher les mares et avoir fait ces monocultures, c'est ça qui a fini de rendre finalement nos cultures et nos terres beaucoup plus sèches qu'elles ne l'étaient avant, puisqu'encore une fois, c'est pas un problème. En fait, la sécheresse ne vient pas forcément du ciel, en gros, c'est ça que vous expliquez. C'est ça qui est très très oui, intéressant. oui, c'est ça. C'est en fait, alors, quand je disais qu'il y avait pire que les bassines, il y a ce qu'on appelle la continuité écologique, qui est une loi qui veut que l'eau puisse s'écouler librement. Ça veut dire qu'en fait, qu'on laisse l'eau couler sans jamais la retenir. Et c'est là le problème. En fait, on est en train de vider tous nos bassins versants, toutes nos terres, toutes nos rivières sont vidées de leur eau. Et quand je dis vider leur eau, il s'agit de l'eau douce, de l'eau dont on a besoin, en fait. Mmh. C'est cette eau-là qu'on devrait justement raisonner et on est en train de l'expulser. Alors, d'un côté, on met des cultures qu'il n'y a plus d'évapotranspiration, on est en train de se spécialiser, et de l'autre, dans le même moment, on est en train d'évacuer notre eau douce. Mais C'est juste là, ouais, le ouais. problème, il est là, en fait. Et la bonne Alors nouvelle, qu'on encore devrait une fois, retenir. ouais, c'est que finalement, on se rend compte, on a l'impression que la sécheresse nous tombe du ciel et finalement, on peut agir. Et comme on a agi dans le mauvais sens, on peut agir dans le bon sens. Philippe Exactement. Grégoire, je me retourne vers vous, toujours sur cette organisation, sur cette, on va dire,
c'est pas un kit de survie, c'est cette survie, mais même cette vie, et pourquoi pas cette belle vie qu'on pourrait mener si on remettait les choses dans l'ordre et dans le bon sens, comme vous tentez de le faire, vous et Pierrick Berthaud. J'ai une question tout de même sur ces eaux qu'on a déjà utilisées. Vous dites conventionnelles ou bio, mais l'eau des bâches ou l'eau en conventionnel, même si elle s'évapore après, elle est polluée. Là-dessus, malheureusement, on est tous au courant qu'il y a de très fortes pollutions. Est-ce que cette eau peut être aussi bien récupérée? On voit bien que maintenant, d'ailleurs, la qualité des eaux en général que nous buvons, même eau minérale, se dégrade. Est-ce que cette eau peut être récupérée comme si de rien n'était, entre guillemets? Ou est-ce qu'il n'y a pas malgré tout aussi un travail à faire de ce côté-là, Philippe Grégoire? Il y a un travail à faire. Le traitement des eaux, la fourchette basse, c'est 55 milliards d'euros que ça coûte à la collectivité chaque année. Donc, il est lié directement au modèle agricole. Enfin, il n'y a pas que l'agricole, il y a l'industrie, mais il est lié au modèle agricole agro-industriel. Parce qu'on a monté en compétition les uns contre les autres avec le libre-échange. Et à l'instant où on parle, ce qui est grave, c'est pour ça qu'il faut mettre en place d'urgence les PAT avec SOS Mer, c'est qu'on importe à peu près 35% de notre alimentation. Donc, il y a quand même l'arme alimentaire qui nous pèse sur la tête avec les décisions géopolitiques qui se passent dans le monde. Et donc, demain, moi je sais pas, mais ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Demain, on peut parler d'armée, on peut parler de pompiers, on peut parler de SAMU. Je veux dire, même nous, Clémence, on peut plus venir au travail si on n'a plus à manger. Bah, évidemment. Et s'ils coupent les réseaux informatiques, les magasins, par définition, ne seront plus approvisionnés. Il faut Oui. savoir qu'en Suède, il y a eu une cyberattaque qui a paralysé 820 magasins. Ils ont été pris de panique pendant 48 Non, heures. mais de toute façon, il faut arrêter d'imaginer que la survie, c'est le supermarché. Hein. Ça, c'est ni vu, ni fait, ni à faire. Je veux dire, Et puis en plus, on sait qu'en période de tension, ça peut même être violent d'aller au supermarché. Donc, c'est vraiment pas du tout la bonne solution que de se dire, alors vous prenez vos 2 paires de clés et 3 bouteilles d'eau, et puis vous allez au supermarché le plus proche, et vous vous battez avec votre voisin qui a très peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Enfin, non, réfléchissons les choses de manière intelligente, redonnons sens à l'agriculture, à la paysannerie, dans le sens beau du terme, justement, paysan qui travaille le paysage, et ça ne peut aller que mieux. Malheureusement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est pas forcément dans le sens ni de l'État, ni des coopératives, ni de gros intérêts privés, mais c'est pas grave. Si on décide qu'on fait ça en parallèle pour le moment, parce que visiblement, il ne faut pas attendre la survie, ni le kit de survie de là-haut, quoi. C'est comme le ciel. Bon, alors, on avance en tout cas. Donc, vous dites, il y a malgré tout une pollution. Il faut savoir se rediriger, Philippe Grégoire. Quels sont les autres conseils, sinon, que vous donnez, encore une fois, pour cette réorganisation, on va dire, ce manuel de survie réel et concret pour nous autres citoyens, Pierrick Berthaud et Philippe Grégoire? Il y a autre chose encore qu'il faut savoir? Vas-y, Pierrick, vas-y. Ah, moi, je pense qu'il y a, quelque part, il y a un non-sens, puisqu'on est en train de parler de souveraineté alimentaire. On nous dit qu'il y a de plus en plus qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète, et dans le même temps, on est en train d'éradiquer, je dis bien, on est en train d'éradiquer les paysans. Oui, oui. Là, il y a un non-sens, en fait, si vous voulez. Oui. C'est pas, eh ben non, justement, si on refondait l'agriculture, on a besoin de bras. On a un lieu de création formidable d'emplois dans l'agriculture. On a besoin de bras dans l'agriculture. On est tous exténués, on est fatigués, on est rincés, parce que c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc ça, c'est un pôle sur lequel il y a un levier sur lequel il faut absolument agir. On doit pouvoir recréer beaucoup d'emplois dans l'agriculture. Pas forcément en tant que paysan en nom propre, mais au moins des emplois salariés. Et Voilà. vous manquez de Ça, c'est salariés, un- mais en même temps, vous n'avez pas forcément les moyens parce que, justement, comme vous le Bah, dites, voilà. on est dans des schémas de production extensive, donc il vous faut toujours plus d'espace, toujours plus de bêtes et pas plus de rémunération, voire moins que ne touchait votre grand-père avec une production. Donc, en fait, est-ce qu'il ne faut pas aussi repenser l'ensemble du modèle agricole et se dire on arrête d'être dans l'extension? Mais exactement. Mais c'est tout l'enjeu est là, en fait. Hein. Il faut absolument changer de modèle agricole, changer le regard qu'on a sur l'agriculture. Mais tout l'enjeu est là. Exactement. Il faut redonner. Philippe nous rappelait les chiffres. Il y a de la marge.
quand il nous parle des 254 milliards qui vont au budget de l'alimentation, uniquement de l'alimentation, il y a 15, allez, on va dire 16 milliards qui reviennent, qui sont redistribués aux paysans. Ça fait que 6,29%. Enfin, d'où les 6,50 € du caddie de la ménagère qui reviennent aux paysans. On pourrait très bien augmenter cette part. C'est pas compliqué à faire, c'est juste un choix à faire. Est-ce qu'on pourrait pas augmenter cette part à 32, 35 milliards? Du coup, ça permettrait, sans augmenter les prix à la ménagère, ça permettrait de doubler les prix agricoles, donc retrouver de la marge. Et je pense qu'on serait encore en dessous de ce qu'on pourrait faire. Et ça veut dire que sur les 254 milliards, s'il restait 220 milliards pour l'agro-industrie et la distribution, ça leur fait encore un joli magot à se partager. Oui. Donc ça veut dire que là, il y a de la marge à faire. Il y a un levier là aussi sur lequel on peut jouer. Mais il faut le faire. Et au contraire, quand Xavier Belin était président de la FNSEA, il disait, bah, vous savez, sur 100 €, il y a 8 € qui reviennent aux agriculteurs. Aujourd'hui, on fait mieux, on arrive à 6,50 €, voire moins. Oui. Mais ça ne va pas durer éternellement. Et là, en fait, l'enjeu, il est là. On assiste donc à la disparition des paysans et on assiste à l'absorption des fermes de l'agriculture par l'agro-industrie. Il y a aussi une question de formation citoyenne, on va dire. D'abord, d'aller à la rencontre des paysans, comprendre comment ça fonctionne, etc. Peut-être réapprendre les saisons, réapprendre le bon sens, réapprendre la consommation, réapprendre à cuisiner, finalement, presque aussi. Oui. Et pourquoi pas aussi, puisqu'on est. Je reviens sur cette histoire d'urgence, de crise, puisque c'était le point de départ de notre gouvernement avec cette histoire de kit de survie. Plutôt que de se dire on va se jeter sur les conserves du supermarché qui de toute façon sera pillé en 3 jours, apprendre aussi à réapprendre à conserver les produits comme on savait très bien faire il y a 50 ans. Donc tout ça, ça peut demander des ateliers qui pourraient être organisés aussi dans les fermes. Enfin, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Oui, et en fait, avec le recul, on s'aperçoit qu'on a rendu les gens dépendants, alors qu'on devrait les rendre autonomes et indépendants. Oui, exactement. Et tout est là, en fait. C'est exactement ce que vous venez de dire. Oui. Il faudrait réapprendre à cuisiner, réapprendre à se débrouiller, en fait. Oui. La réelle souveraineté et autonomie alimentaire, elle est là, en fait. Oui. Savoir se suffire à soi-même. Mais on a tout fait, tout a été fait pour que les gens deviennent dépendants. Oui. Et le kit de survie est tout à fait symbolique pour ça, parce qu'on nous dit soyez dépendant de votre téléphone portable, c'est à peu près, ou de votre radio pour entendre les messages, c'est à peu près la seule chose que vous pouvez encore faire. Philippe Grégoire, le mot de la fin. Le mot de la fin, oui, c'est c'est le modèle qu'il faut revoir parce qu'on a eu un modèle à l'exportation où on a essayé d'exporter à tout va pour se battre contre les Chinois, les Américains, les Indiens et les Allemands. Et en fait, il faut qu'on commence déjà par nourrir notre population. Donc le mot souveraineté, on a perdu 62% de nos commerces, 62% des communes n'ont plus de commerce. De petits commerces, 62% des 36 000 communes. Bah oui. Donc, on est en train de perdre les paysans. Donc, on est en train de tuer les nourriciers qui, eux, sont indispensables sur les territoires et qui vont faire un maillage, qui vont faire la résilience. Et on peut travailler avec les jardins de cocagne, on peut faire de la réinsertion. C'est des emplois non délocalisables. Et avec cette course effrénée au moins-disant social et environnemental pour aller sur les marchés de libre-échange avec les cours de Chicago, du blé, j'en passe, c'est des meilleurs, et le cours de la poudre de lait en Nouvelle-Zélande, eh bien, on se retrouve avec 1 500 000 hectares aujourd'hui en friche, en France, qui ne sont plus cultivés parce qu'on n'en a plus les moyens. Il faut savoir que dans le monde, on cultive que 4,9 milliards d'hectares et qu'il y a un potentiel, il y a des pays comme la République démocratique du Congo, ils ont 80 millions d'hectares non exploités. Donc c'est pas la terre qui manque dans le monde, c'est que le modèle nous conduit à nous battre entre nous et on va même plus être capable de nourrir notre population à nos portes. Oui, alors qu'on avait quand même un pays de cocagne aussi. Merci beaucoup Philippe Grégoire, Pierrick Berthou. Je rappelle, Philippe Grégoire, que vous êtes agriculteur à Chanzeau dans le Maine-et-Loire et fondateur du SAMU social agricole, il faut le rappeler. Et donc vous aussi, vous travaillez dans ce collectif SOS Mer. Pierrick Berthou, merci encore. Toujours avec SOS Mer également, producteur de lait, éleveur en bio à la ferme de Poulfang à Quimperlé dans le Finistère. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets.
Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.